Et si prendre soin de nos relations était la clé d'une vie plus épanouie? Autrement dit, il y a des gens qui trouvent toujours une solution à un nouveau contexte. Il y en a toujours qui trouvent des problèmes au nouveau contexte qui se présente. Cette semaine, mon invité est Benoît Chalifou, auteur de L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Nous allons découvrir avec lui 4 piliers pour rendre nos vies plus épanouies. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Benoît Chalifou, donc je suis conférencier dans le domaine des habiletés relationnelles, de la vente et de la diversité notamment. Et je suis également chargé de cours dans plusieurs écoles de commerce en France, en Allemagne, sur le continent africain notamment et évidemment au Canada. Et je suis auteur d'un livre portant sur les habiletés relationnelles, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. L'habileté relationnelle, c'est cette capacité à entrer en relation, évidemment avec l'autre essentiellement, mais aussi avec nous-mêmes. Hein? Des fois, on oublie cette partie. Donc, entrer en relation, nourrir cette relation dans le temps et l'entretenir pour qu'elle soit perpétuelle dans le temps. Souvent, on est très bon pour entamer une relation, entrer en relation, mais on a de la difficulté à la maintenir dans le temps. Donc, les habiletés relationnelles, c'est un peu cette capacité de bienveillance, d'écoute, de collaboration. C'est vraiment, et c'est dans toutes les sphères de notre vie, hein, je dois dire, professionnelle, perso, amicale, amoureuse, c'est partout. En fait, on ne peut pas vraiment mettre de masque. On a cette capacité qu'on peut développer, qu'on peut toujours développer, et c'est un travail perpétuel. Donc, entrer en relation, nourrir cette relation dans le temps et l'entretenir. Cette capacité à maintenir une relation dans le temps, c'est vraiment ce dosage entre l'émotionnel et le rationnel. Parce que si tu n'es pas capable d'atténuer tes pulsions très fortes au bon moment, tu pourrais regretter une parole ou un geste qui, malheureusement, est regrettable et difficilement pardonnable dans certains cas. Et donc, c'est cette capacité de reconnaître les émotions, même de les nommer, de les vivre et de comprendre que la seule manière de passer à autre chose, c'est de la vivre. Notre cerveau nous envoie une information très claire qui nous invite à justement la vivre et peut-être en décrescendo avec une panoplie d'autres émotions, hein, un peu comme les enfants font si bien. Ils passent de la colère, la tristesse, au dégoût, si ça se trouve, à la joie en moins d'une minute. Nous, on reste pris dans notre tristesse ou dans notre colère, ou au pire, on décide de le mettre dans un placard et de ne pas la vivre. Et donc, c'est ce processus de reconnaître que c'est une information et tout simplement de la vivre va nous permettre de revenir à notre émotion de base, hein, celle que tout le monde souhaite avoir à tous les instants de notre vie, la joie. Et donc, pour moi, c'est essentiel de les reconnaître et surtout pas de les mettre dans le placard. Ça, je trouve que c'est une erreur qu'on fait souvent. Cette recherche et cet écrit là, que tu as lu, ça découle d'une expérience personnelle où j'ai perdu mon père d'un cancer et j'ai refoulé cette émotion qui est très forte, la tristesse. On ne veut pas la vivre, ce deuil. Mais nécessairement, ça revient nous hanter un jour ou l'autre et c'est ce qui m'est arrivé. Et lorsque c'est venu m'hanter, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait étrangement à mon père. Et donc, vraiment, j'ai pu la capacité de me retenir et toutes les émotions refoulées, évidemment, se sont mis à, à se démontrer sur mon visage. Donc, j'ai écoulé toutes les larmes de mon corps à un point tel où mes yeux étaient secs. Et j'ai trouvé que ma journée était très agréable. C'était la première journée agréable. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'adore vulgariser la science. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur ça. Et j'ai découvert que la larme, verser des larmes, est un vecteur de guérison très puissant. Ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, j'adresse cet élément important. Souvent, il faut avoir ce courage de se laisser aller et de verser une ou deux larmes. Ça peut faire du bien. Ça peut être un vecteur de soulagement. Notre cerveau nous envoie une information très claire qui nous invite à justement la vivre. C'est-à-dire que l'autodiscipline, c'est le premier outil que je démontre, que j'illustre. Et à mon humble avis, c'est le plus important. Parce que s'il y a une relation qu'on ne veut pas se perdre avec, c'est la relation avec nous-mêmes.
On peut bien perdre des relations au cours de notre vie, mais on ne peut pas vraiment perdre notre relation avec nous-mêmes, cette connexion avec qui on est. Pendant cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur connexion avec qui ils sont. Ils ont arrêté le gym, ils ont arrêté le sport, ils ont arrêté de la lecture, ils ont arrêté des choses qu'ils avaient beaucoup de plaisir à faire pour multiplier les heures de travail. Donc, l'autodiscipline, ce n'est pas simplement être rigoureux dans ce qu'on fait pour être plus productif, c'est également cette autodiscipline de nous offrir la plus grande liberté, c'est-à-dire de faire quelque chose qui nécessite un sacrifice dans le temps immédiat pour un but, un objectif important sur le long terme. En fait, pour moi, l'autodiscipline, c'est cette capacité d'avoir un amour-propre fort pour qui on est. Et donc, quand on parle d'habitudes clés, excuse-moi de ma longue prémisse, mais c'est important de le souligner. Après ça, on peut parler d'habitudes clés qui façonnent tous les autres. Par exemple, pour moi, c'est cette capacité de me poser chaque matin, de faire mes 30 pompes. Je le fais depuis tant d'années que je n'y pense plus. Comme une personne qui se lève à 5 heures du matin depuis un certain moment, ben, je suis prêt à parier que cette personne n'utilise plus ce qu'on appelle un cadran parce qu'il s'est rendu un automatisme. C'est comme se brosser les dents. Et une habitude clé, la science a démontré qu'elle façonne une panoplie d'autres habitudes dans notre quotidien qui vont se multiplier et qui vont à leur tour devenir des automatismes. Ma parole va devenir impeccable avec Alexandre. Tout ce que je vais te dire, je vais l'avoir fait. Et on dirait que c'est comme une danse qu'on réussit à créer dans notre quotidien où on n'en manque pas une. Tous les classeurs sont installés et on n'a même plus besoin de les programmer, Alexandre. Ça se fait presque automatiquement. Et ça, c'est fascinant. C'est un petit peu une habitude clé. C'est par exemple faire son lit, ça peut être une habitude clé. Descendre du lit et faire les pompes comme je le fais, ça peut en être une. Il y en a que c'est la cuisine. Il y a toutes sortes de manières d'établir une routine matinale et de déceler une petite habitude qui va se transformer tranquillement, pas vite, en ce qu'on appelle un caractère. Par contre, il faut comprendre la clé. Le plus petit le geste est, le moins long le geste est, le mieux ça sera dans le temps. L'idée, c'est que ce geste-là soit répliqué dans le temps. Vous voulez lire un livre, s'il vous plaît, commencez pas à lire 10 minutes, commencez à ouvrir le livre, lire une page, fermez-le et vaguez à vos occupations et continuez ce même processus le lendemain. Pour moi, l'autodiscipline, c'est cette capacité d'avoir un amour-propre fort pour qui on est. Et en fait, premièrement, il faut comprendre que l'automotivation, on ne peut pas vraiment motiver les gens. On peut créer un écosystème dans lequel les gens vont se motiver par eux-mêmes. Et la deuxième chose, c'est que la motivation, oui, tout le monde l'a, mais à différents niveaux. Il y a des gens qui sont motivés par ce qu'on appelle des motivations intrinsèques et d'autres par des motivations extrinsèques. Et c'est une grande différence parce qu'il y en a qui sont motivés par la récompense, le salaire ou la note à l'université, et d'autres qui sont intéressés par la raison d'être de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ça a le tant de sens. Et il y a une grande différence notoire entre les deux. Et donc, John F. Kennedy, son histoire qui est très intéressante, a été partagée par un de mes profs quand j'étais à l'université. On était dans un cours d'économie, ça n'avait rien à voir. Et il commence à nous partager ça en début de cours. On ne comprenait pas trop ce qui allait. Et il nous exprime que John F. Kennedy fait la visite officielle à la NASA pour motiver ses troupes parce que le moment est fort et que peut-être on serait la première nation à envoyer la première personne sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand moment pour l'humanité. Tout le monde connaît ça. Mais personne ou très peu de gens connaissent l'histoire avant. Donc, il se promène dans la NASA avec les membres de son cabinet, les journalistes, et de manière très intuitive, il voit un journaliste et sans que ça soit vraiment planifié, il se dirige vers lui. Il dit « Bonjour, je suis le président des États-Unis. » Vous imaginez le concierge qui est en train de laver le plancher, à quel point il pouvait être nerveux. Il dit « J'aimerais savoir ce que vous faites ici. » Et ce qui est formidable, c'est qu'intuitivement, sans préparation, il a mentionné la chose suivante. « Je suis ici pour aider à envoyer la première personne sur la Lune. » Et ça, c'est très puissant parce que ce que ça indique, c'est qu'à la NASA, le message avait tellement été communiqué, recommuniqué. Je ne crois pas que dans une organisation, on communique assez l'importance de créer du sens et l'importance que même tous les parties prenantes connaissent pourquoi ils sont là, pourquoi cette tâche est si importante dans la valeur complète que l'organisation va offrir à son client final. Et ça, je trouve qu'on ne peut pas le communiquer assez. Et de toutes les manières, de tous les leviers de communication qu'on peut, on devrait constamment marteler pourquoi ce que vous faites est important pour notre organisation. Le sens, la raison d'être, c'est très important. Je ne crois pas que dans une organisation, on communique assez l'importance de créer du sens.
Voyez-vous, autodiscipline, automotivation, c'est intéressant. C'est plus en lien avec ta relation avec toi-même, qu'est-ce qui va te motiver. Et l'automotivation, l'autodiscipline, c'est le yin et le yang. Hein? Tu as peut-être remarqué que les deux font la paire. Hein? C'est comme tu comprends le sens de pourquoi tu fais la chose et ton autodiscipline te permet de le faire tous les jours et te permet de remettre les choses les plus importantes en perspective, de t'offrir la plus grande liberté de les faire sur le long terme et c'est ton sens qui te pousse à y aller. C'est magnifique. Après ça, la maîtrise de soi, eh bien évidemment, ça, c'est cette capacité de maintenir une relation dans le temps parce que, ou de l'entamer, ou peu importe le contexte, parce que quand on pense à maîtrise de soi, c'est que quand que nos pulsions les plus fortes nous envahissent, on a cette capacité d'atténuer ce que ça pourrait créer. Parce qu'il faut savoir qu'on a deux cerveaux, je l'explique dans ce chapitre-là, mais il faut savoir que notre cerveau rationnel et émotionnel sont constamment en bataille. Hein. Il y a des fois des alarmes émotionnelles qui sonnent et souvent, c'est des fausses alarmes. C'est des alarmes qu'on se crée dans notre cerveau. Et l'exemple de Zinedine Zidane est très intéressant. Nous sommes en finale de Coupe du Monde. Le moment est très fort. Zidane accroche ses crampons en 2006 après cette Coupe du Monde. Il a la chance de terminer un peu comme un film d'Hollywood avec la Coupe du Monde au haut de ses bras. Eh bien non, on est en prolongation. Un défenseur italien insulte des membres de sa famille, chose que probablement déjà, ça lui est déjà arrivé avant, c'est clair. Et il n'est pas capable de se retenir. Le moment est fort, des milliards de spectateurs. Et évidemment, il fait ce coup de boule que tout le monde connaît maintenant. Il y a même une statue et des chansons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des thésards de doctorat chez vous en France qui se sont mis à étudier le comportement de Zidane et savoir comment Zidane aurait pu éviter. Et ils sont arrivés avec la conclusion, une des conclusions évidemment, que si Zidane aurait pris une grande inspiration-expiration, il aurait intercepté le passage de son cerveau rationnel, celui qui est capable de réfléchir, de penser, d'agir. Il aurait intercepté ce passage vers l'émotionnel, celui où on est doté d'une alarme émotionnelle, qui est l'amygdale, qui sécrète du cortisol, qui sonne une alarme lorsqu'il perçoit une menace, une peur, une crainte. Et il n'a pas été capable d'intercepter ce passage parce que c'est une autoroute de Formule 1, hein, ça va très vite. Alors que quand tu es pris dans ton cerveau émotionnel parce que tu as sonné une alarme et tu viens de te rendre compte que c'est une fausse alarme, bien, le retour vers le rationnel, c'est un chemin de campagne avec beaucoup de trous dedans. Donc, c'est très dur. Donc, il faut avoir cette capacité constante de pouvoir maîtriser nos émotions les plus vives dans les moments les plus importants, de s'auto-réguler, d'avoir un thermostat interne très affûté qui permet dans la nanoseconde de dire « Ouh, je suis peut-être mieux de prendre une grande inspiration-expiration à ce moment précis. » Et la science a démontré que ces grandes inspirations-expirations, dans des moments très importants, des moments de tension intense, nous permet de retenir cette tentation de sonner l'alarme, ce que Zidane n'a pas été capable de faire. Et ce qui est vraiment formidable, Alexandre, je suis un passionné de foot, tu le sens, c'est que dans le même match, en première demi, à la 10e minute ou à peu près, il nous fait une conversion de penalty exemplaire. Il nous fait une panelka chirurgicale. Chirurgicale. Et lorsque les journalistes lui auraient demandé à quel point c'est un geste fou dans un moment des plus importants, il dit non, c'est un geste très calculé parce que le défenseur devant moi me connaissait. C'est très intéressant parce qu'il utilisait vraiment son cerveau rationnel, vraiment dans sa manière la plus impeccable. Et d'ailleurs, juste pour finir sur ce troisième outil, je ne sais pas si tu remarques, Alexandre, mais chaque fois qu'une personne va tirer un penalty ou faire un coup franc, il va toujours prendre une grande inspiration-expiration. Il veut être complètement avec son rationnel lorsqu'il va entamer le coup de pied. C'est très intéressant. Il veut rester zen. Il ne veut pas être pris là, par une pression. Il veut être à son meilleur pour faire le geste le plus parfait possible. La morale de ça, c'est qu'on a besoin de ce dosage entre les deux. Pas juste l'émotionnel, pas juste le rationnel. On a besoin de savoir les maîtriser. Mais il faut savoir que notre cerveau rationnel et émotionnel sont constamment en bataille. Le quatrième outil est la communication et je pense que c'est là vraiment qu'il y a une connexion qui se crée entre deux individus. Je dis souvent que beaucoup de gens ont cette capacité de communiquer. On communique un message, on communique des informations, mais il y en a, ils ont une capacité de connecter. Ils connectent avec les gens. C'est extraordinaire. Et vous les mettez dans un avion avec un inconnu et rapidement, ils ont cette capacité d'entrer en relation, et non seulement d'entrer en relation, mais de connecter avec l'individu. C'est hallucinant de voir ça.
Et donc, vraiment avoir cette capacité de connecter, d'amener l'émotion dans le message. Donc, pour moi, la communication passe avant tout par l'écoute. Et ce qui est formidable, Alexandre, ou déplorable, je devrais dire, c'est que dans notre système d'éducation chez vous, chez moi, en aucun cas, nous allons avoir un cours d'écoute active. Jamais. On va apprendre à faire des présentations orales, à lire des bouquins compliqués à lire, à les analyser, à démontrer un esprit critique face à celui-ci. Nous allons apprendre évidemment également à écrire des textes, bref. Mais jamais on aura un cours, un seul, sur l'écoute active. Alors que c'est la fondation. Si je te demande, Alexandre, est-ce que tu aurais aimé avoir une copine qui ne t'écoute jamais? Bien, c'est sûr que tu me dirais non. Il n'y a personne qui va avoir un amoureux ou une amoureuse qui ne t'écoute jamais. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est le cœur de cette capacité d'entrer en relation avec l'autre. C'est de lui offrir le plus beau cadeau, de lui montrer que tes intérêts, tu es prêt à les mettre de côté pour focaliser complètement sur les intérêts de l'autre. Et pendant la pandémie, ça s'est avéré avec des gens qui voyaient moins de monde, qui étaient plus solitaires. Ça s'est avéré, cette écoute, à être le plus beau cadeau qu'on pouvait lui offrir parce qu'on lui montrait qu'elle existait, cette personne. C'est puissant l'écoute quand on y pense. Et malheureusement, la nouvelle génération, celle qui est au lycée, celle qui est à l'université en ce moment, c'est une génération très peu en capacité d'écoute parce que leur téléphone est vraiment constamment l'arme qu'ils possèdent, qu'ils écoutent en fait. Ils n'écoutent plus des individus, ils écoutent leur téléphone. Et donc, ça, c'est la première chose. La communication passe d'abord et avant tout par l'écoute et il y a un tremplin entre la communication et l'empathie parce que lorsqu'on parle d'écoute empathique, c'est vraiment ce tremplin. C'est d'avoir cette capacité d'écouter pour chercher à comprendre l'autre plutôt que d'écouter pour vous faire comprendre. C'est une grande différence ici. C'est très important de le comprendre, d'écouter pour en fait chercher à comprendre l'autre. Et moi, je partage beaucoup cette capacité à te connecter pour enclencher un processus de confiance. Et quand tu es capable d'enclencher un processus de confiance, tu es capable d'amener ton message plus loin et de challenger les gens qui t'écoutent parce que tu connectes avec ces gens-là. Je ne crois pas qu'on peut influencer quelqu'un de notre point de vue. Je crois qu'on peut les influencer de leur point de vue. Et par ailleurs, Alexandre, je dois dire que les gens n'embarquent pas dans votre danse, n'embarquent pas dans votre mission ou dans votre stratégie quand ils ont compris votre message. Ils embarquent dedans la plupart du temps lorsqu'ils ont compris que vous les aviez compris. Et donc, pour moi, c'est très important de le souligner. Jamais on aura un cours, un seul, sur l'écoute active, alors que c'est la fondation. Tout ce qu'on parle, c'est au début de mon livre, c'est d'avoir la bonne attitude, parce que la bonne attitude détermine notre altitude, détermine vraiment jusqu'à où on va aller. Et je crois sincèrement qu'il y a deux types de personnes. Il y a des diffuseurs d'énergie, il y a des gens qui donnent de l'énergie, et tu as d'autres gens qui te prennent ton énergie. Autrement dit, il y a des gens qui trouvent toujours une solution à un nouveau contexte, et il y en a toujours qui trouvent des problèmes au nouveau contexte qui se présente. Ces deux, ils vivent le même contexte pourtant. Sans rentrer dans le cliché, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais on s'est penché là-dessus, pas moi, la science. Et c'est intéressant parce qu'il y a des neuroscientifiques là, qui se sont penchés sur ce genre de phénomène et ils ont découvert que dans notre cerveau, là, on enracine ce qu'on appelle notre système de croyance. Il y a une abréviation qui est en anglais, je m'excuse, qui s'appelle le TFC et qui va pour T pour thinking. Ce qu'ils ont défini, c'est que le thinking, votre système de pensée, votre système de croyance détermine le F, votre ressenti, votre feeling face à votre système de croyance ou à vos pensées qui sont en train d'être véhiculées. Donc, vos systèmes de pensée véhiculent un ressenti ou va se traduire en un ressenti et le ressenti ou le sentiment ou le feeling en anglais va déterminer le C, le choix que vous allez faire face à ce contexte-là. Je vous donne un exemple. Avant la pandémie, je voyageais toujours à Paris. J'ai hâte de te revoir, Alexandre, d'ailleurs. Et donc, quand j'allais à Paris, j'arrêtais au salon Air Canada à Montréal, à l'aéroport, et je me farcissais un bon verre de vin rouge. Je lisais un bon bouquin, c'était agréable. Et il pouvait m'arriver qu'à l'intercom, on m'annonce que mon vol a 1 heure de retard. Et je te jure, Alexandre, j'étais, yes, 1 heure de plus à me farcir un autre bon verre de vin, à lire ce livre, et si ça se trouve, je vais l'avoir terminé. Mon système de pensée, avec ce nouveau contexte, était positif. Je voyais là une opportunité. Et évidemment, mon ressenti était positif. J'allais me chercher un autre verre de vin, je me sentais bien. Et qu'est-ce que je faisais comme choix? M'éduquer, un choix intelligent.
Alors que pendant ce temps-là, autour de moi, qu'est-ce qui arrivait? Il y a des gens vénères comme pas possible, qui leur pensée était noire, appelaient leurs amis pour se plaindre, donc un ressenti horrible, et évidemment des choix qui n'en sont pas, ils ne font rien. Et donc, c'est juste pour vous montrer qu'on a toujours dans un nouveau contexte cet esprit d'agilité où est-ce que vous êtes un diffuseur d'énergie, est-ce que vous trouvez l'opportunité ou est-ce que vous êtes un preneur d'énergie, est-ce que vous, malheureusement, trouvez constamment des problèmes. C'est vraiment enraciné. Et je trouve que c'est là où on découvre les gens qui ont la bonne attitude et les gens qui ont une moins bonne attitude. Je remercie Benoît d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro d'AZAP.